14 octobre 1943. À 15 000 pieds au-dessus de Schweinfurt, en Allemagne. Un pilote de chasse allemand griffonna une note de routine dans son journal de bord. Un autre B-17 Flying Fortress décrochait en laissant une traînée de fumée. Par la verrière de son Focke-Wulf 190, il vit les bombardiers restants resserrer la formation. Leurs mitrailleurs arrosaient le ciel vide de tirs de calibre 50, là où les assaillants se trouvaient quelques secondes plus tôt. L'arithmétique du combat aérien était simple et brutale. Les chasseurs choisissaient le moment. Ils frappaient venant du soleil, puis ils disparaissaient avant que les tourelles puissent les suivre. Sans escorte, les bombardiers étaient des cibles coûteuses. 291 B-17 avaient pénétré dans l'espace aérien allemand pour frapper les usines de roulement à billes de Schweinfurt. À la nuit tombée, 60 ne rentreraient pas. 17 autres seraient perdus à l'atterrissage. La Luftwaffe appelait cela un turkey shoot. Les Américains l'appelaient le jeudi noir. Personne dans les airs ce jour-là ne savait à quelle vitesse l'équilibre basculerait. À la fin de 1943, la confiance allemande était gagnée. Des pilotes comme Walter Dahl, Heinz Knock, de la 5, JG-11, et des tacticiens comme Egon Meyer avaient dit fait de l'interception de bombardiers une science. La combat box américaine de 18 à 21, bombardier promettait une défense mutuelle. Chaque B-17 était hérissé de mitrailleuses. En pratique, la formation en boxe avait des failles, des angles morts vers l'avant, des munitions limitées et des mitrailleurs secoués par des attaques répétées à grande vitesse. Meyer et Knock ont perfectionné l'attaque de face. Ils arrivaient de 12 heures haut à 400 miles à l'heure. Ils tiraient une courte rafale dans les cockpits et les moteurs, puis décrochaient avant que la tourelle supérieure ne puisse ouvrir le feu. La JG-11 a répété des attaques en ligne, compagnie front, avec des FW-190. La formation était saturée de menaces simultanées. La panique a fait le reste. Lors de la mission Schweinfurt-Regensburg, le 17 août 1943, 60 bombardiers ont été perdus. Quand la 8e Air Force est revenue le 14 octobre, l'attrition a été encore pire. La faiblesse venait de l'autonomie. Les P-47 Thunderbolt avec réservoir largable atteignaient à peine la frontière. Les P-38 avaient des problèmes dans le froid européen et en altitude. Les contrôleurs allemands suivaient les flux de bombardiers et attendaient au-delà du rayon d'action de l'escorte, ce que les pilotes appelaient le moment doré, l'instant où les petits amis faisaient demi-tour. L'avion qui a mis fin à ce moment est né d'une demande britannique. En 1940, North American Aviation a proposé un nouveau chasseur plutôt que de produire sous licence des P-40. Le NA-73X a volé cet octobre-là. Les premiers Mustang à moteur Allison excellaient en basse altitude, pas aux altitudes dont les bombardiers avaient besoin. Puis, en 1942, Ronald Harker de Rolls-Royce en a piloté un et a plaidé pour un mariage avec le Merlin à double étage de suralimentation. Les Merlins fabriqués par Packard ont transformé la cellule. Le P-51B montait plus vite, il volait plus haut, et surtout, il pouvait le faire bien plus longtemps. Son aile à profil laminaire, issue des recherches de la NACA, maintenait l'écoulement attaché plus loin sur la corde. La traînée diminuait. Une capacité interne de 184 gallons dans une cellule élancée. Plus des réservoirs largables. D'abord de 75 gallons, puis des réservoirs en papier de 108 gallons. Cela apportait le rayon d'action de combat d'environ 650 à plus de 800 miles. Là où un P-47 pouvait brûler 100 gallons par heure en croisière, un Mustang en consommait environ 65 à la même vitesse. Berlin n'était plus théorique. Berlin devenait atteignable, avec du temps pour combattre. Le 354e Fighter Group, les Pioneer Mustang, a commencé à recevoir des P-51B à Boxted en novembre 1943. Le 13 décembre, des Mustangs ont escorté des bombardiers jusqu'à Kiel, une cible auparavant hors de portée. Le 20 décembre,
ils ont couvert Brême et revendiqué des victoires sans perte. Les pilotes allemands s'attendaient à voir les escortes décrocher. Ils ont rapporté avec incrédulité que les chasseurs américains continuaient d'arriver. Le major Klaus Mietusch, de la JG-26, en a compris la portée après que des Mustangs ont poursuivi sa Staffel jusqu'au circuit. Le sanctuaire n'existait plus. La démolition psychologique a atteint son apogée début mars 1944, quand des P-51 ont escorté des formations de bombardiers jusqu'à Berlin. Le 4th Fighter Group du colonel Don Blakesley a mené la charge parmi les unités qui ont prouvé ce que les dirigeants allemands avaient déclaré impossible. Göring aurait dit que, en voyant des Mustangs au-dessus de Berlin, il a su que la guerre était perdue. La phrase est sans doute apocryphe, mais le choc était bien réel. Les pilotes de la Luftwaffe attaquaient jadis des artilleurs épuisés. Ils se heurtaient désormais à des escortes fraîches, haut perchées, capables de les poursuivre jusqu'à leur base. La stratégie changea avec le matériel. En janvier 1944, le général Jimmy Doolittle ordonna aux escortes de chasser la Luftwaffe, plutôt que de s'accrocher aux bombardiers. Big Week, du 20 au 25 février, anéantit des usines d'avions. Pendant ce temps, les Mustangs rôdaient sur les routes aériennes, les aérodromes et les points d'assemblage. Des Sturmgruppen, unités d'assaut de FW-190 lourdement blindées, furent formées pour enfoncer les écrans de chasse. Mais les Mustangs, agiles, les mirent en pièces. Les pertes allemandes augmentèrent, surtout parmi des vétérans irremplaçables. La formation américaine remplissait les rangs. En Allemagne, les pénuries de carburant et des programmes raccourcis ne le permettaient pas. Pour les pilotes américains, le Mustang, c'était comme l'autorisation d'aller partout. Don Gentile l'appelait l'avion dont il rêvait. De la vitesse pour rattraper, de l'agilité pour se battre, de l'autonomie pour rester. Le cockpit était étroit. L'oxygène, sec et mordant, pendant 6 heures d'affilée. La nuque douloureuse à force de regarder partout. Mais le viseur K-14, introduit plus tard dans l'année. 6 mitrailleuses, Browning à cadence rapide, avec de longues bandes de munitions. Et un moteur qui tirait fort en altitude. Tout cela donnait aux pilotes la confiance pour engager et continuer d'engager. Des as allemands comme Günther Rall reconnaîtrent plus tard que le système fonctionnait. Cellules, moteurs, carburant, tactique, industrie. Tout était aligné. Derrière les chiffres, il y avait une tempête humaine. Des hommes à peine sortis de l'adolescence gelaient à -50, brûlaient, sautaient en parachute et parfois regardaient des ennemis tomber en flammes, sans aucun moyen d'aider. À l'été 1944, les Mustangs pouvaient atteindre les raffineries de Leuna, Pölitz, Blechhammer et Brux. La production de carburant d'aviation s'est effondrée. Les vols d'entraînement ont diminué. De nouveaux pilotes allemands arrivaient avec une fraction des heures de vol de leurs adversaires. Les lettres envoyées au pays passaient de la fanfaronnade à la résignation. Les Américains étaient partout, toujours avec plus de carburant. Les pilotes allemands se moquaient autrefois des bombardiers sans escorte. En 1944, ils levaient les yeux et voyèrent des Mustangs, au-dessus de Brême, au-dessus de Munich, au-dessus de Berlin. Ils escortaient les bombardiers lourds jusqu'au cœur du Reich et attendaient le combat à leurs conditions. L'équation de la guerre aérienne avait été réécrite.